L'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, elle approche à grands pas. Et avec elle, bien sûr, toutes les discussions, les projets, les promesses. Oui, et c'est parfois difficile de s'y retrouver, de démêler le vrai du faux, j'ai envie de dire, ou du moins le solide du moins solide. Exactement. Qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour l'avenir du pays? Alors justement, une équipe d'experts s'est penchée très sérieusement sur la question. Oui, ils ont passé 10 jours intensifs à décortiquer les programmes économiques et sociaux des candidats déclarés. Un travail de fond. 10 jours. Et qui sont ces experts? C'est le programme de gestion de la politique économique qu'on appelle le GPE de l'Université de Yaoundé 2. C'est un travail académique sérieux, coordonné par le professeur Viviane Andoua-Biolay et supervisé scientifiquement par le professeur Bekolo Ebe Bruno. D'accord, donc une caution scientifique importante. Et leur but, c'était quoi exactement? C'était assez clair. Donner aux citoyens des outils, des clés de lecture pour pouvoir évaluer la crédibilité des différentes propositions, pour faire un choix plus éclairé en somme. Et c'est précisément ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va plonger dans la synthèse de cette évaluation du GPE. On va regarder leurs méthodes, les grandes conclusions sur les thèmes socio-économiques essentiels. Oui, la stabilité éco, l'emploi, la gouvernance, tous ces sujets cruciaux. Et voir un peu comment les candidats se positionnent par rapport à ces enjeux. Qu'est-ce qu'il y a de concret derrière les discours, quoi. Et c'est un peu ça, notre exploration du jour. Alors, juste une petite précision avant qu'on attaque. L'analyse a concerné 10 candidats sur les 12 qui étaient initialement prévus. Ah bon? Pourquoi? Apparemment, ils n'ont pas pu avoir accès aux documents programmatiques de l'UNDP et de l'UTC à temps pour les inclure dans l'évaluation comparative. C'est dommage, mais c'est comme ça. D'accord, c'est noté. 10 candidats donc. Alors, avant de voir les résultats en détail, cette méthode du GPE, l'analyse multicritère, ça a l'air un peu technique comme nom. Oui, ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est surtout très structuré. L'AMC ou MCDA en anglais, c'est une approche qui est reconnue au niveau international. Pour faire quoi? Pour aider à prendre des décisions quand on est face à des problèmes complexes, avec plusieurs critères, plusieurs objectifs, qui peuvent même parfois être un peu contradictoires. Ok, donc une sorte de grille d'évaluation, si je comprends bien. C'est un peu ça, oui. Une grille assez fine, qu'on applique de manière systématique à chaque proposition concrète trouvée dans les programmes des candidats. Et quels étaient les critères retenus dans cette grille par le GPE? Qu'est-ce qu'ils ont cherché à mesurer au juste? Alors, ils ont défini 5 critères principaux. Et point important, chaque critère avait la même importance, la même pondération, pour éviter de favoriser un aspect plutôt qu'un autre. D'accord. Et ces 5 critères, c'était quoi? Chaque proposition était notée de 0 à 4 sur primo, la pertinence. Est-ce que ça répond vraiment aux besoins du Cameroun? Est-ce que c'est aligné sur la stratégie nationale de développement, la SND 30, qui est quand même la feuille de route officielle du pays? Logique. Le deuxième? Secondo, la faisabilité. Bon, les bonnes intentions, c'est bien, mais est-ce que c'est réalisable concrètement? Avec le budget actuel, les capacités des institutions, les contraintes qu'on connaît. Le nerf de la guerre, souvent. Et ensuite? Tertio, l'impact. Si on met ça en place, qu'est-ce qu'on peut espérer comme effet sur la croissance, sur l'emploi ou sur le bien-être des gens, tout simplement? Carto. La capacité. Est-ce que les moyens nécessaires, humains, techniques, institutionnels, sont là ou au moins prévus pour pouvoir mener l'action à bien? Très concret aussi. Et le dernier critère? Et enfin, quinto, l'expérience. Là, ils ont regardé l'ancienneté du parti, mais aussi l'expérience politique du leader. L'idée, c'est d'évaluer une certaine connaissance des rouages de l'État, on va dire. D'accord. Pertinence, faisabilité, impact, capacité, expérience. Ça donne effectivement un cadre assez rigoureux pour comparer. C'est une base solide pour l'analyse. Tout à fait. Alors, maintenant qu'on a cette loupe méthodologique en tête, regardons ce que le GPE a vu en examinant les grands secteurs. J'imagine que c'est là que les différences entre les candidats ont dû vraiment ressortir. Ah oui, clairement. L'analyse par secteur, qui s'organise autour de 6 grands pôles thématiques, elle montre des écarts parfois importants, que ce soit dans la vision ou dans la crédibilité des propositions. 6 grands pôles, qui recouvrent sûrement des thèmes plus précis qu'ils ont dû aborder pendant leurs 10 jours d'analyse, comme l'emploi des jeunes, l'agriculture. Oui, on devine que l'analyse fine a été plus détaillée. Le rapport synthétise autour de ces 6 pôles. Commençons par un pilier essentiel, la stabilité macroéconomique. Quel est le contexte et qui semble le plus solide là-dessus? Oui, la macro, comme on dit. C'est la base. Le contexte, il est contrasté.
Il y a de la croissance, oui, autour de 3,9% projeté pour 2025, mais elle reste modérée. Et elle est très tirée par ce que les économistes appellent parfois le tertiaire du pauvre. C'est-à-dire? Beaucoup de petits services, peu productifs, dans le secteur informel notamment. Et en plus, il y a l'inflation, qui était à 4,5% en 2024, donc au-dessus de la norme de 3% de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ça pèse sur le pouvoir d'achat. D'accord. Et face à ça, qui s'en sort le mieux selon le GPE? Sur ce critère de gestion macroéconomique global, c'est le RDPC qui obtient la note la plus élevée, avec 12,50 sur 20. Intéressant. Et si on zoome sur les finances publiques, c'est souvent là que ça coince, hein, les promesses versus la réalité budgétaire. Oui, et c'est un point de tension majeur, l'analyse le montre bien. Il y a une tendance structurelle où les dépenses publiques dépassent les recettes. Ça creuse le déficit. Et la dette? La dette publique tourne autour de 40% du PIB. Ce n'est pas un niveau dramatique en soi, comparé à d'autres pays, mais ça réduit quand même les marges de manœuvre budgétaires. Et il y a aussi le problème des retards de paiement de l'État, les RAP, qui peuvent vraiment poser problème aux entreprises. Et qui est jugé le plus crédible pour gérer ça? Alors là, fait intéressant, le RDPC et le SDF obtiennent exactement le même score, 13,20 sur 20. Ils sont jugés les plus sérieux sur la gestion des finances publiques. Égalité en tête sur ce point donc. Passons à un sujet toujours très sensible, la gouvernance et la lutte contre la corruption. On sait que le climat des affaires est souvent décrit comme difficile au Cameroun. Oui, et là, l'écart est assez spectaculaire. C'est le SDF qui se détache très nettement avec un score de 15,60 sur 20. Ah oui, quand même. Oui, c'est très significatif. Il faut rappeler que le Cameroun était classé 166e mondial dans le rapport Doing Business de 2019 sur la facilité à faire des affaires. Et la corruption, on estime parfois le préjudice à plus de 100 milliards de francs CFA. Donc une bonne note ici, ça suggère des propositions jugées vraiment fortes et détaillées pour s'attaquer à ce fléau. 15,60, effectivement, ça marque les esprits sur un thème aussi crucial. Parlons maintenant du capital humain. Ça recouvre l'éducation, la santé, mais aussi l'emploi, la lutte contre la pauvreté, bref, le quotidien des gens. Oui, et là aussi, les défis sont énormes. Le taux de pauvreté touchait encore près de 38% de la population en 2022. Et un chiffre qui donne une idée de l'ampleur du travail à mener, la couverture santé universelle, la CSU, elle ne couvrait qu'environ 3% de la population au moment où l'étude a été faite. C'est très peu. C'est très faible, en effet. Qui est le mieux noté sur ce grand chantier humain ? Sur l'ensemble de ce pôle capital humain, c'est le RDPC qui obtient la meilleure évaluation globale avec une note de 13,55. D'accord. Et pour ce qui est du moteur économique, je pense à la transformation industrielle, à l'agriculture, tout ce qui est secteur productif. Alors, là encore, le RDPC est en tête avec 13,13. Le SDF n'est pas très loin derrière avec 12,40. Et le constat de départ sur ce secteur ? Il est plutôt préoccupant. L'analyse parle même d'un délitement du tissu industriel. La part de l'industrie dans le PIB, elle est passée d'environ 37% il y a quelques décennies à seulement 20% aujourd'hui. C'est un enjeu majeur pour créer des emplois de meilleure qualité et diversifier l'économie. On voit les défis. Un dernier grand thème abordé, la transition écologique et l'environnement. Est-ce que c'est une préoccupation qui monte dans les programmes ? Il semble que ce soit encore un peu le parent pauvre, pour être honnête si on se base sur l'évaluation du GPE. Ah, oui, le RDPC a certes le meilleur score avec 13,20, mais l'impression générale qui ressort, c'est que le sujet est globalement peu développé dans la plupart des programmes. On trouve bien quelques mentions sur les énergies renouvelables, la réduction du CO2 chez certains, mais une vision vraiment structurée, intégrée, ambitieuse de la transition écologique, ça semble encore manquer chez beaucoup. d'accord. Ce tour d'horizon par thème, c'est très instructif. On voit déjà des forces, des faiblesses pour chacun. Mais si on essaie d'avoir une vue d'ensemble, comment le GPE classe les candidats globalement ? Il y a un palmarès final ? Oui, et ce qui frappe, c'est vraiment l'hétérogénéité des scores globaux. C'est assez net. Le GPE a classé les 10 candidats qui ont été analysés en 3 groupes bien distincts en fonction de leur note finale sur 20. 3 groupes. Alors, qui est dans le premier groupe ? Le groupe de tête ? Le groupe 1, qu'ils appellent intermédiaire supérieur, ce sont les candidats qui ont un score au-dessus de 1120. Et en fait, il n'en a que 2. Seulement 2 ? Oui. Le RDPC qui arrive en tête avec une note globale de 13,05 et le SDF juste derrière avec 11,67. D'après l'analyse, leurs programmes sont mieux structurés, ils prennent mieux en compte les contraintes réelles, économiques et institutionnelles du pays. D'accord. 2 seulement au-dessus de 11. Et le deuxième groupe alors ?
le peloton, on pourrait dire. C'est un peu ça. Le groupe 2, qualifié d'intermédiaire inférieur, rassemble ceux qui ont des scores entre 8 et 11. Là, on a plus de monde. Le PAL, 10,40, le PCRN, 10,05, le FDC, 9,97, le PURS, 8,80 et le MCNC, 8,54. 5 candidats dans cette zone médiane. Ce qui laisse un troisième groupe avec les notes les plus basses, j'imagine. Exactement. Le groupe 3, ce sont les candidats qui sont en dessous de 820. Il s'agit du FSNC, 7,78, et de l'Univers, 6,58. Et pour eux, le diagnostic du GPE est quand même assez dur. C'est-à-dire ? Les propositions sont souvent jugées absentes sur des points importants, ou alors pas chiffrées, ou tout simplement peu réalistes par rapport au contexte camerounais. L'écart est vraiment impressionnant, ça va presque du simple au double entre le premier et le dernier. Si on revient sur les deux leaders de ce classement, le RDPC et le SDF, qu'est-ce qui fait leurs forces respectives d'après l'analyse ? Pour le RDPC, ce qui ressort, c'est une performance assez homogène dans la plupart des secteurs, avec des notes souvent au-dessus de la moyenne de 11. L'analyse suggère que leur programme tire profit d'une connaissance, disons, intime de l'appareil d'État, des grands équilibres macroéconomiques. Une forme de réalisme liée à l'expérience du pouvoir ? C'est un peu ça, et aussi un accès peut-être plus facile à l'expertise internationale, comme celle du FMI ou de la Banque mondiale. C'est présenté comme un gage de faisabilité, de sérieux budgétaire. Et pour le SDF, qui est deuxième, mais avec un score tout à fait honorable. Le SDF, lui, est crédité d'une très bonne compréhension des enjeux de croissance économique. Et surtout, on l'a vu, il sort vraiment du lot sur des questions de gouvernance, de réforme des institutions. Ce fameux 15-80, ça pèse lourd. Oui, c'est vrai. L'analyse souligne aussi une bonne approche des questions sociales. C'est un profil un peu différent, peut-être plus orienté vers les réformes de structure, les questions de gouvernance et le social. De profils assez distincts en tête, donc. Mais l'analyse du GPE ne fait pas que distribuer des bons points, elle pointe aussi des faiblesses structurelles qui sont particulièrement marquées chez les candidats des groupes 2 et 3. Quelles sont ces lacunes qui reviennent souvent ? Oui, il y a principalement 2 grands points faibles qui expliquent les notes plus basses de beaucoup de candidats. Premièrement, ce que l'étude appelle une intégration macroéconomique insuffisante. Et deuxièmement, un déficit perçu de capacité et de faisabilité des propositions. Alors, intégration macroéconomique insuffisante, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Un manque de vision globale ? C'est tout à fait ça. Beaucoup de programmes semblent avoir du mal à présenter un projet économique d'ensemble qui soit cohérent et surtout ancré dans la réalité économique. Par exemple ? L'analyse note plusieurs choses. D'abord, une prise en compte souvent faible des exigences de stabilité. Certains partis ont des scores très bas sur la partie conjoncture économique. Je crois me souvenir de 7,17 pour le MCNC et même 3,17 pour l'Univers. Ah oui, c'est très bas. Ça suggère soit des propositions très limitées sur ce plan, soit des propositions qui semblent déconnecter des grands équilibres budgétaires ou monétaires. Ensuite, et c'est fondamental, beaucoup de programmes, surtout dans les groupes 2 et 3, partiraient d'hypothèses de croissance économique jugées très, voire trop optimistes. Ils voient l'avenir en rose, hein ? Un peu trop peut-être, sans toujours bien expliquer comment cette croissance serait atteinte et surtout comment les recettes fiscales qui en découleraient permettraient de financer toutes les dépenses promises. Il y a souvent un décalage entre l'ambition affichée et le réalisme financier, quoi. Donc, un souci de cohérence générale et de soutenabilité financière. On promet beaucoup, mais on ne dit pas toujours comment on va payer la facture. C'est ce que l'évaluation laisse entendre, oui. Peu de candidats arriveraient à lier de manière convaincante tous les objectifs. La stabilité du budget, la transformation de l'économie pour créer plus de richesses, la protection de l'environnement, qui est souvent le maillon faible, on l'a vu, et bien sûr l'amélioration de la gouvernance. Et le financement reste flou. Oui, souvent. Le score assez faible de l'Univers en finances publiques, 6 sur 20, illustre bien ce manque de planification détaillée face aux contraintes qui sont pourtant bien là. La dette, la rigidité de certaines dépenses. C'est un point crucial. L'autre grande faiblesse que vous avez mentionnée, c'est ce déficit de capacité et de faisabilité. Là, on touche vraiment à la mise en œuvre pratique. Exactement. C'est bien beau d'avoir des idées, mais peut-on les réaliser ? Les critères capacité, avoir les moyens de faire, et faisabilité, pouvoir réellement le faire, montrent des faiblesses importantes. Chez qui en particulier ? Pour le groupe 2, l'étude pointe souvent un manque de précision sur le chiffrage des mesures, sur les sources de financement, ou alors une sous-estimation des obstacles administratifs, politiques. L'idée générale peut être bonne, mais le comment on fait concrètement, le calendrier, les étapes, ça reste souvent flou.
Et pour le groupe 3, c'est encore pire, j'imagine. Oui, leur score très bas s'expliquerait par des propositions qui sont jugées carrément irréalistes par rapport aux capacités actuelles de l'administration camerounaise ou aux ressources qui sont réellement disponibles. La faisabilité est souvent notée comme faible, voire très faible. Pas de financement crédible, pas de plan d'action détaillé. C'est un peu ça. Ça ressemble parfois à une liste de souhaits, un peu déconnectée des moyens réels de l'État. Et le rôle de l'administration, de la gouvernance dans cette faisabilité, c'est central, non ? Ah mais c'est absolument clé. Et l'analyse du GPE le dit bien. L'efficacité des institutions, la qualité de l'administration publique, la lutte contre la corruption, tout ça, ça conditionne directement la capacité à mettre en œuvre n'importe quelle politique publique, même la meilleure du monde sur le papier. Et les candidats en tiennent compte ? Pas assez, selon le GPE. L'étude regrette que la plupart des candidats n'accordent pas une place suffisante dans leurs propositions concrètes à la modernisation de l'administration et à la lutte anticorruption. Pourtant, quand on voit le classement du pays en matière de climat des affaires, 166e, on se dit que ces réformes institutionnelles sont un préalable indispensable pour que les projets aient une chance de voir le jour. On comprend mieux la logique derrière ce classement en 3 groupes et les critiques formulées. Tout ça nous amène aux conclusions plus générales de cette évaluation très fouillée du GPE. Quel est le message principal qu'il faut retenir ? Le constat le plus net, le plus frappant, c'est cet écart de crédibilité vraiment énorme entre les programmes. Ça va quasiment du simple au double en termes de score global. Ce qui montre quoi ? Ça met en lumière des différences très importantes dans la capacité des différentes formations politiques à construire un projet pour le pays qui soit à la fois ambitieux, mais aussi cohérent et réaliste. Et face à ce constat un peu sévère pour certains, est-ce que l'analyse donne des pistes ? Comment construire une transformation qui soit plus durable, plus crédible ? Oui, l'étude esquisse un peu les conditions nécessaires. Pour qu'un programme soit jugé crédible et ait une chance de réussir, il faudrait qu'il gagne en cohérence interne, qu'il soit beaucoup plus précis sur le chiffrage et pas seulement les dépenses, les recettes aussi, et qu'il propose des calendriers de mise en œuvre qui tiennent la route. Un équilibre difficile à trouver ? Oui, un équilibre subtil entre la rigueur budgétaire, qui est indispensable, une ambition sociale forte, parce qu'il y a des attentes énormes, et puis une vraie stratégie pour transformer l'économie, la rendre plus productive, plus innovante. Est-ce qu'il y a des priorités qui ressortent pour améliorer justement cette fameuse faisabilité des politiques ? L'analyse en met 3 en avant, qui découlent assez logiquement des faiblesses qu'on a vues. Premièrement, 1. Intégrer beaucoup plus sérieusement la question de la durabilité environnementale. C'est encore trop souvent un angle mort. D'accord. Deuxième priorité ? Deuxièmement, mettre les réformes institutionnelles et la lutte contre la corruption au cœur du projet. Pas juste comme un chapitre à part, mais comme une condition de réussite de tout le reste. Sans une administration qui fonctionne bien et qui est intègre, les meilleures idées resteront sur le papier. Et la troisième ? Et troisièmement, maintenir le cap sur le développement du capital humain. L'éducation, la santé, les compétences, ça doit rester une priorité absolue, transversale à toutes les politiques. C'est d'une feuille de route exigeante, mais elle est claire. En résumé, on peut dire que ce travail du GPE, c'est vraiment un outil précieux pour nourrir le débat public, non ? Ah oui, absolument. Il ne fait pas que noter, il met en lumière les points forts de certains programmes. On a vu que ceux du RDPC, du SDF sortaient du lot selon cette analyse, mais il identifie aussi des lacunes importantes chez beaucoup d'autres, notamment sur la planification macroéconomique et le réalisme de la mise en œuvre. C'est exactement ça. C'est une contribution importante pour aider les citoyens à se forger une opinion. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'analyse du GPE ne s'arrête pas là, au simple constant. Ah ! Oui, elle se termine sur une note un peu prospective. Une question ouverte, presque une pensée un peu provocatrice pour l'avenir, j'ai trouvé. Et quelle est cette question ? Ça m'intrigue. Eh bien, le GPE se demande lui-même, en quelque sorte, bon, on a fait cette évaluation des programmes tels qu'ils sont, mais comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Comment développer des outils pour aider les partis politiques, eux-mêmes, en amont, à mieux évaluer la soutenabilité financière de leurs propres ambitions ? Ah oui, intéressant. Et aussi, comment pourrait-il mieux mesurer la capacité réelle de l'État à absorber et à mettre en œuvre les réformes qu'il propose ? C'est une question fondamentale. Ça va au-delà de la simple notation après coup. C'est une proposition pour améliorer la qualité même de l'offre politique, avant l'élection. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, le GP suggère explicitement qu'il serait pertinent de lancer un programme de recherche spécifique sur ces questions. Un programme de recherche ambitieux. Oui, pour étudier plus finement comment on peut financer des projets ambitieux sans faire exploser les comptes publics, en tenant compte des contraintes propres au Cameroun.
Et aussi pour développer des indicateurs plus précis pour mesurer cette fameuse capacité institutionnelle, la faisabilité administrative. Par exemple, comment on pourrait mesurer le coût de la bureaucratie, de l'inefficacité? Et identifier les conditions minimales pour qu'une réforme ait une chance de réussir sur le terrain. Oui, c'est ça l'idée. Ce serait une suite logique et passionnante à cette analyse. Ne plus seulement évaluer, mais vraiment outiller les acteurs pour améliorer durablement la qualité des politiques publiques et, par ricochet, la qualité du débat démocratique au Cameroun. C'est une perspective stimulante pour terminer notre exploration. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Mais merci à vous, c'était un plaisir de décortiquer ensemble cette analyse qui est, c'est vrai, dense mais très riche d'enseignements.